Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Milquet. Bonjour. Bonjour. Alors, députée bruxelloise CDH, c'est ça qu'il faut dire, députée bruxelloise. Tout d'abord, une question d'actualité avec vous. ING a remercié son personnel, remercié entre guillemets, avec 3158 pertes d'emplois chez ING et chez Record Bank. Il remercie aussi ses clients en supprimant des centaines d'agences bancaires. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce bain de sang social ? Je suis vraiment très très préoccupée et je trouve que cette décision est inacceptable dans la mesure où, d'abord, c'est un secteur qui a été largement alimenté par des aides publiques, que les banques ont aussi une fonction à l'égard des clients et tout le monde ne sait pas faire du numérique. Il y a des personnes plus âgées, il y a des personnes qui viennent d'autres types de milieux, qu'ils font un chiffre d'affaires qui est loin d'être en difficulté. Et que, évidemment, supprimer les emplois dans une proportion aussi importante est évidemment un acte qu'on pourrait sans doute éviter, en tout cas en grande partie. Alors, c'est vrai que par ailleurs, il y a toute une évolution liée à la numérisation de notre économie, et notamment dans le secteur bancaire, qui fait qu'in fine, c'est le client qui fait presque 50% des prestations, tout en n'ayant pas vraiment beaucoup de, je pense, d'avantages, mais qu'il fait pour finir les emplois qui étaient faits avant par d'autres, et que dès lors, il faut aussi anticiper des évolutions de la digitalisation. Mais donc, ça veut dire que nous devons réagir d'abord pour faire en sorte que des négociations se passent dans le cadre de la loi Renault, qu'on essaye de voir comment on peut éviter ça au maximum, et puis trouver les mesures d'accompagnement social pour les personnes pour lesquelles éventuellement les licenciements seraient vraiment inévitables dans le cadre des négociations. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut absolument, c'est que le monde politique arrête de ne jouer qu'au réactif en pleurant. On n'est pas là uniquement pour pleurer, on est là pour anticiper. Et on sait très bien que ce qui s'est passé dans le secteur industriel est en train maintenant de se passer dans le secteur des services, lié à la numérisation de l'économie, qui est un des plus grands chocs et une des plus grandes mutations, aussi importantes que quand on est passé vers l'imprimerie, que quand on a découvert la machine à vapeur, etc. Et on ne découvre pas ça aujourd'hui, Joëlle Oui, Milquet. mais on n'a pas assez d'anticipation. Et je pense qu'un des rôles politiques majeurs, c'est aussi de pouvoir anticiper. Dans les 20 ans qui viennent, nous savons que notre économie va continuer à changer à une vitesse VV' et qu'on va avoir des pertes d'emplois majeures dans certains secteurs et de services. Et donc, ça veut dire que la ville de Bruxelles, la région bruxelloise, qui est une région de services, va être impactée. Et en même temps, on sait qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions qui sont en émergence, dans lesquelles on doit investir et pour lesquelles on doit former les gens. Et je pense qu'on n'a pas toujours une vision suffisamment à long terme pour bien anticiper les nouvelles créations d'emplois. Et pour le moment, on pleure un peu sur les pertes sans préparer aussi les opportunités des nouveautés, par ailleurs. Alors, depuis samedi, vous avez signé une espèce de grand retour. On vous réentend. Et votre présence ici fait partie de cela. Vous êtes d'accord de donner des interviews. Et on sent la même passion qu'il y a 6 mois. Alors, en 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas revenir sur l'inculpation que vous jugez infondée et injuste. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Est-ce que vous êtes une autre personne aujourd'hui ? Vous êtes toujours la Joëlle Milquet passionnée, qui a envie de faire plein de projets ? Oui, je suis toujours la même à cet égard. J'ai été profondément dégoûtée et profondément blessée de me retrouver victime d'un harcèlement judiciaire par rapport à des pseudo-accusations qui ne reposent sur rien que du respect des règles classiques que tous les cabinets ministériels font dans leur pratique. Parce que ce qu'on me reproche, ce n'est absolument pas, comme on pourrait le croire, d'avoir été piqué dans la caisse, d'avoir pris un avantage matériel, d'avoir mis des emplois fictifs ou quoi que ce soit. J'ai rien à me reprocher, j'ai jamais commis la moindre infraction pénale. Ce qu'on me reproche, c'est tout d'un coup, dans l'interprétation d'un magistrat à partir d'un article du Code pénal qui ne dit pas du tout ce qu'on veut lui faire dire, c'est simplement de faire de la politique dans les cabinets qui sont des cabinets politiques et où, en fait, tout d'un coup, par une interprétation qui aurait pu s'appliquer à n'importe quel ministre, parce que n'importe qui peut être inculpé avec des interprétations pareilles, on considère qu'au fond, un ministre, il n'est là que comme un fonctionnaire qui ne doit faire que son job fonctionnel, mais qu'il n'est pas là pour défendre le projet de son parti et pour avoir un moment des activités de type politique qui sont complètement légales. Et c'est ça qu'on reproche, rien d'autre. Joëlle Milquet, sans rentrer dans le détail de ça. Donc c'est profondément blessant. D'accord. Et donc je pense qu'il était absolument sain d'avoir, après ça, une coupure bien méritée, après 25 ans d'investissement à fond, avec beaucoup d'intégrité pour
voilà, la société, mais de se retrouver un petit peu soi-même, de prendre un peu de distance et puis de repartir, comme je le fais maintenant dans le cadre de la rentrée, en exerçant le mandat que les Bruxellois m'ont donné en 2014, puisque j'étais parlementaire régional. Alors, vous avez toujours cette épée de Damoclès avec l'inculpation au-dessus de la tête. Est-ce que l'enquête s'est poursuivie? On a changé de magistrat. Est-ce que vous avez été auditionné? Si j'avais une épée de Damoclès, c'est que j'aurais fait quelque chose de mal. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Non, mais l'inculpation est toujours là. Mais une inculpation, d'abord, ça ne veut rien dire. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une inculpation? C'est un juge tout seul, qui peut être complètement faillible, et là, ici je pense que c'est le cas, qui décide, et ici comme par hasard, tiens, 3 jours après, avant de changer de fonction, alors qu'on a auditionné quasi aucun de mes collaborateurs, voilà, et que l'instruction va encore prendre un an, qui décide tout d'un coup de considérer qu'il y aurait peut-être des indices, c'est pas des preuves, et en plus ça permet avant tout d'avoir accès à son dossier. Mais vous savez qu'en politique, une inculpation c'est interprété comme si vous étiez coupable et que vous aviez tué père et mère, que vous aviez pris de l'argent sur vous. Ça vous a poussé à démissionner. Mais est-ce que l'enquête a progressé en 6 mois? Est-ce que vous avez été auditionné? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Non, que l'enquête continue. De toute façon, ça va durer. Vous savez ce que c'est que la justice? Ça va durer un temps fou. Et voilà, donc à un moment, moi, je suis debout. Je suis quelqu'un d'innocent. Je n'ai rien à me reprocher. Et je crois que personne n'a jamais mis en 25 ans mon intégrité, mon honnêteté en cause. Ça se saurait. On sait comment je travaille. Et je n'ai pas à devoir payer des erreurs d'interprétation où on vient vous dire, par exemple, que maintenant, dans les cabinets ministériels, quand les gens prennent des congés légaux pour faire la campagne de leur parti, ce que tout le monde fait, tout d'un coup, chez moi, ça poserait problème parce qu'ils auraient été engagés 9 mois plus tôt. Voilà, le genre de truc qu'on vient vous dire. On dit, tiens, c'est écrit où, ça? Mais vous parliez aussi d'acharnement et de dysfonctionnement. On peut évidemment faire le parallèle, et vous le faites aussi avec la justice qui, par ailleurs, dysfonctionne. Et sur votre cas, ils ont mis, finalement, beaucoup de moyens. Vous trouvez que ces moyens étaient inutiles? Moi, j'ai été avocate. Moi, j'ai le plus grand respect pour la séparation des pouvoirs, pour la magistrature en général. Et je ne vise pas l'ensemble de la magistrature. Je vise le dysfonctionnement par rapport à ce qui me concerne, où il y a un acharnement antipolitique majeur. Vous trouvez normal que pour une affaire où, franchement, il n'y a rien, si ce n'est des choses qui pourraient faire sourire n'importe quel membre d'un Parlement, des questions de savoir, tiens, c'est normal que dans un cabinet, par exemple, il y ait quelqu'un qui réponde au Facebook. Ben oui, c'est une adresse mail, on n'arrête pas d'avoir des gens qui nous posent des questions par rapport à nos matières. Voilà. Il y a une méconnaissance complète de ce qui se passe dans un cabinet et que pour des choses aussi stupides, on met des moyens mais démentiels, alors que pour Abdeslam Salah, on n'a même pas été capable non seulement de mettre les moyens, et je comprends si les gens n'avaient pas les moyens, mais à un moment, il y a un peu de questionnement. On manque de moyens en lutte contre le terrorisme. Dans des cas aussi lourds que les frères Abdeslam, alors qu'il y avait des éléments, on n'a pas pu inculper, on n'a pas pu auditionner, voilà, ils étaient libres, et puis il y a eu les attentats. On voit que la magistrature exige, et a raison, et moi je l'ai toujours défendu, la magistrature, pour qu'elle ait des moyens, et le parquet et la police demandent d'avoir des moyens pour la grande criminalité organisée. Mais moi, quand il s'agit d'aller savoir si il est normal qu'à 20h30, dans mon bureau, je puisse parler, d'avoir une discussion sur la stratégie électorale avec un collaborateur au mois de septembre, ça, on met des inspecteurs et on fait des perquisitions. Donc à un moment, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, prenons un peu de distance, justement, et parlons de l'avenir. Donc, vous avez, pendant quelques mois quand même, vous êtes allé au Conseil communal de Bruxelles, puisque vous êtes élu au Conseil communal, hein, et vous êtes aussi élu au Parlement. Pourquoi, finalement, vous avez continué au Conseil communal et pour le Parlement, vous avez attendu plus longtemps, c'est-à-dire maintenant en septembre? La rentrée parlementaire, elle était de toute façon prévue en septembre, et c'est à ce moment-là que je reprenais mes activités. Et j'avais besoin d'une grande coupure, je pense, à tout niveau. C'était vraiment fondamental. Alors, la commune, c'est un ancrage d'abord très léger. C'est un conseil communal qui, c'est quelques heures tous les 15 jours, et qui, aborde des sujets qui sont des sujets d'ancrage local, humain, et j'ai continué à y aller quand je pouvais. C'est une reprise soft, ça. Je voulais simplement garder cette présence-là, mais pour moi, l'important de ma reprise politique collective et sur tout sujet, elle était en septembre. Et j'avais vraiment besoin de cette coupure, je pense. Alors maintenant, ce travail au sein du Parlement bruxellois, donc c'est fini la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est fini l'éducation, c'est fini la culture, vous allez être à la Commission de l'Intérieur, vous allez vous occuper de quoi? Quels sont les thèmes sur lesquels vous allez vous battre au Parlement bruxellois? Écoutez, moi j'ai tout fait dans ma vie. J'ai été présidente de parti, j'ai été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Emploi, vice-première ministre, j'ai fait l'enseignement, la culture. Tous les sujets m'intéressent. Et comme
femme la politique. région, vous ne l'aviez pas faite. Non, ben voilà, comme ça, on fait du neuf. Oui. Et donc, moi, je ne vais pas me limiter uniquement pour parler, pour venir avec des propositions aux seules matières qui sont au Parlement. Je suis une femme politique un petit peu multiservice, multifonction. Oui. Et donc, je vais pouvoir m'exprimer et développer des idées au service des citoyens sur tout sujet. Bien évidemment, ma grande priorité, c'est de m'occuper des Bruxellois et surtout de m'immerger maintenant dans la société civile auprès d'eux, parce que je pense qu'on est en train de vivre un changement de société que tout le monde ressent, avec énormément d'angoisse. On a une société bruxelloise complètement fragmentée, entre personnes d'origine étrangère, autres personnes. Il y a des mécompréhensions, il y a de la violence, il y a des amalgames. On est dans une fragmentation aussi de la gouvernance, et on a besoin de retrouver de la confiance, des valeurs positives, du lien social. Et je pense que c'est important pour des politiques d'aller auprès des citoyens, essayer aussi de voir ce qu'ils veulent faire de leur métropole dans les 5 ans. Comment vous allez faire ça? C'est du porte-à-porte? Non. Donc moi, une des idées, au-delà évidemment du rôle de président de la commission de l'intérieur des affaires bruxelloises, où je vais évidemment continuer à m'impliquer sur la lutte contre le radicalisme, l'optimalisation de la gouvernance en matière de sécurité, et j'ai été ministre de l'Intérieur, donc voilà, je pense que je peux apporter certaines choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer une plateforme citoyenne que je présenterai dans les mois qui viennent, en tout cas dans les 2 mois qui viennent, ouverte à tous, qui s'appelle Demain plus humain, parce que je crois qu'on a envie de prospective et on a envie d'humaniser la vie, d'humaniser son quotidien, son quartier, et que notamment la jeune génération a envie d'une ville différente, beaucoup plus mobile, beaucoup plus durable, beaucoup plus humaine, je pense, basée à partir des quartiers. Et je crois qu'on doit, et je suis toute prête, moi, à faire émerger ce nouveau projet pour Bruxelles. On sait qu'on a des communales dans 2 ans, régionales dans 3 ans, le reste, et que c'est important de donner la parole aux Bruxellois pour leur demander comment ils rêvent, comment ils veulent leur ville demain, et de faire en sorte qu'en tout cas leurs propositions, il y a beaucoup d'intelligence chez les citoyens, leurs bonnes pratiques, et puis la manière avec laquelle ils veulent concevoir le rapport à l'emploi, le rapport à la famille, le rapport à son quartier, etc. Comment est-ce qu'on peut répondre et porter les propositions qu'ils ont en les fédérant. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut éviter les solitudes et les incompréhensions entre citoyens. Et je pense que la diversité est un des sujets clés sur lesquels on doit travailler. Et ce que j'aimerais faire, c'est de permettre un nouveau pacte entre Bruxellois qui voit quel est le projet de ville, de métropole et de société qu'on veut porter ensemble, qu'on soit musulman, pas musulman, quelles que soient nos convictions, d'où qu'on vienne, qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, qu'on soit tous dignes derrière un projet collectif, et où est la frontière du respect des différences. Donc c'est une espèce de pacte d'excellence des Bruxellois. Voilà, pour les Bruxellois, mais à partir d'eux, avec eux. Et c'est pour ça que cette plateforme, elle est ouverte à tout le monde, mais je viendrai la présenter d'ici peu. Ok. Laurette Onkelings a dit que le gouvernement régional devait peut-être un peu mieux communiquer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement régional communique bien? Par exemple, son grand projet du musée d'art contemporain sur le canal. Est-ce que c'était bien communiqué, ça? Mais je trouve que c'est un gouvernement qui travaille bien. On a fait l'accord de gouvernement avec Laurette Onkelings, je l'ai négocié au nom de mon parti également. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont en train de se mettre en place. On a des ministres qui travaillent. Mais ils doivent à un moment incarner beaucoup plus un souffle et expliquer beaucoup plus les changements. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés. On explique souvent des plans, mais on ne dit jamais suffisamment à quoi ça sert, quelle est notre vision de la ville, pourquoi on veut faire ça et comment on va y arriver, avec quel timing. Et voilà, chaque fois, comment est-ce qu'on se raccroche à un grand projet mobilisateur. Et c'est pour ça que j'ai envie, moi, de donner la parole aux citoyens et de préparer justement celui dont on a besoin en deuxième lieu. Il y a celui qui est en train de se préparer pour le moment, de voir les projets d'avenir. Et donc c'est vrai que je crois qu'on doit mieux communiquer et être sans doute plus clair sur les actions qui sont faites. Moi, sur le musée, je suis ravi qu'on ait un accord avec le centre Pompidou. Je trouve un peu dommage qu'alors qu'on a des joyaux au niveau belge, qu'ils sont en train de dormir dans toutes nos réserves fédérales, qu'on ait été incapable, parce qu'on a une ministre NVA qui ne veut rien entendre, d'avoir notre propre musée d'art contemporain avec nos propres richesses qui valent autant que certaines qui se retrouvent en France. Là, vous pleurez sur le lait renversé. Mais non, mais c'est parce que quand on pense qu'on est capable, et je suis ravi de ce qui s'est fait, on est allé faire un accord avec la France parce que dans notre propre pays,
l'État fédéral, dominé par la Flandre, a refusé de pouvoir participer, alors qu'on a des œuvres majeures que plus personne ne voit parce qu'elles dorment dans des réserves. On a refusé au niveau fédéral de pouvoir fédérer toutes les énergies pour faire ce grand musée d'art contemporain bruxellois. C'est un peu dommage. En un mot, je sais que ça va être difficile, mais le CDH, vous l'aviez laissé en bon état quand vous avez quitté la présidence. Aujourd'hui, les sondages sont mauvais. En un mot, quel conseil donner à Benoît Lutgen ? Écoutez, moi, les conseils, d'abord, je les fais à l'interne. C'est vrai que moi, voilà, quand je suis parti, on était en 2011, c'est vrai qu'on avait gagné, en tout cas, 5 parlementaires régionaux et 1 au niveau fédéral. Alors, je pense que maintenant, on a un boulevard. Il suffit d'être clair, il suffit d'être enthousiaste, il suffit de laisser de l'autonomie aussi aux Bruxellois. Je pense que c'est nécessaire. Et en tout cas, moi, maintenant, j'ai le temps, donc je vais vraiment m'occuper de Bruxelles et surtout des Bruxellois, parce que c'est les Bruxellois qui m'intéressent. Merci Joël Milquet. Demain, on se retrouve pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée.